Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, très heureux d'être là. Je suis là, disons, plutôt comme hors d'œuvre pour la présentation de Grégory. Je m'en tiendrai à 10 minutes de présentation. Et en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord introduire Grégory, être l'écrin de de sa brillante contribution, mais disons, dézoomer un petit peu par rapport au sujet central de ce colloque et vous expliquer comment, dans quel état présentement se trouve une réflexion partagée avec des collègues médiateurs, mais depuis peu de temps, sur la manière dont on pourrait transposer des savoirs par le moyen, non pas simplement du jeu de rôle, mais plus généralement du jeu. Et puis, pour terminer, très rapidement encore une fois, j'aimerais peut-être vous soumettre deux réflexions, deux fantasmes liés au jeu et qui, je crois, s'appliquent parfaitement bien au jeu de rôle. Voilà, je vous mets une citation sur la médiation, puisque le mot est inévitablement ambigu, médiation scientifique ou culturelle. J'aime bien la citation de Bernard d'Arras ici, qui dit simplement qu'au fond, l'acte ou la démarche a toujours existé si le mot est très récent et qu'il pose des problèmes au fond d'ambiguïté, de désambiguation avec d'autres activités. Et d'autre part, et ça c'est une définition, je trouve, intéressante de l'action que j'essaie de mener, disons, il s'agit de développer une habileté particulière qui permet de repérer des écarts et de les réduire, ou tout au moins de les rendre comparables ou compatibles. Et ce, en utilisant une médiation, il appelle ça ici un signe intermédiaire, un objet, un hochet, on pourrait même dire, qui médiatise la relation de médiation. Donc, je m'arrête là sur la théorisation du travail que je fais. Je mentionne qu'il y a du boulot, puisqu'on est dans une université qui, sur 7 facultés, en compte 6 qui s'occupent de sciences humaines et sociales, et que jusqu'ici, j'étais seul, jusqu'il y a 3 mois, à m'en occuper en principe. Donc je vous laisse imaginer que ça n'a pas pris une ampleur gigantesque, mais que c'est sur la voie de se développer grâce à des forces nouvelles qui sont dans le service pour lequel je travaille, donc service culture et médiation scientifique, ça a été dit. Voilà, alors j'ai l'occasion, malgré tout, de fréquenter ces 6 facultés et donc de faire tourner 6 assiettes en même temps dans une manifestation dont je m'occupe depuis d'assez nombreuses années, qui s'appelle les Mystères de l'Uni, et qui consiste à mobiliser des chercheurs de toutes les facultés de cette université pour répondre à une exigence double, et dont le côté double est très important. D'une part, penser à fournir une activité réellement ludique à notre public cible, qui est les enfants de 10 à 12 ans, c'est-à-dire pas se cacher derrière le petit doigt du ludo-éducatif qui est ennuyeux pour tout le monde, mais qui a les formes extérieures du jeu. Et deuxièmement, et c'est tout aussi important, ne rien céder sur la rigueur de l'information à transmettre, sur la profondeur de la recherche, de l'objet de recherche dont on parle. Ici, exemple, des jeunes gens se familiarisent avec le système des épiclèses divines dans la religion antique, sujet qui fait l'objet de conférences au Collège de France, et que ici, au moyen d'un jeu de plateau, on fait saisir et manipuler aux enfants. Je mentionne au passage le fait qu'on utilise du jeu dans le programme qui présente les activités en calquant là sur nos souvenirs de Pixel Magazine et autres pif gadgets où il y avait à chaque page des trucs, des cases à remplir, des voies à choisir, etc. Donc un usage massif dans cette manifestation de toutes les formes de ludicité, si je puis dire, y compris celle du jeu théâtral, où nous cherchons à théâtraliser, mettre en scène, dramatiser le sujet thématique qui réunit les différentes présentations. Ici, vous voyez le poète Homère et le poète Virgile qui s'affrontent sur la question de la mémoire dans un décor steampunk. Vous en reconnaissez peut-être un. Encore plus difficile, vous me direz, on ne sait pas si on a réussi, le mage
le mage Ibn Rushd, je ne me rappelle plus son prénom, Théophraste de Bombastus Ibn Rushd, était une représentation théâtralisée qui servait à transposer en fait un problème hyper théorique, hyper compliqué, c'est la théorie des quatre ontologies de Philippe d'Escola, qui explique au fond les modalités possibles de rapport au monde, à l'intériorité et à l'extériorité, dans les civilisations à travers les âges et les temps. Voilà, c'est Grégory Tonnet qui incarnait le mage qui lui-même représentait la civilisation analogique. Et on obtient en général ce genre de réaction, c'est-à-dire franchement captivé. Mais comme vous le voyez, c'est le public probablement le plus facile. C'est des enfants de 10-12 ans qui sont très joueurs évidemment, et aussi très curieux de savoir ignorer, et donc très disponibles. C'est plus difficile avec des publics de gymnasiens, et justement, dans l'offre que j'ai développée à ce sujet, on reste assez proche, au fond, d'une conférence qu'on pourrait peut-être considérer comme augmentée parce qu'elle est plus illustrée et qu'elle est parfois sonorisée, mais néanmoins, on reste dans une relation où c'est difficile pour moi ou pour les animateurs de sortir du rapport face à face pédagogue-apprenant. Et de mon point de vue, c'est directement l'inverse de M. Singh. Je comprends bien l'analogie tout à fait pertinente, mais étant donné que j'interviens souvent dans les écoles, mais que je ne suis pas l'enseignant de l'école, mais un invité, je cherche plutôt à marquer une différence dans ma façon de transmettre. Voilà. Et donc, exigence, merci, exigence à mettre en œuvre pour les activités destinées aux plus grands. Le mot détestable de gamification, pardonnez-moi, je n'ai pas pu me retenir de le mettre. Pour moi, ça veut dire ces deux choses-là, soit mettre ensemble deux actions, celle d'apprendre et celle de jouer, et voir comment elles se conjuguent. Plus précisément, le savoir dans le jeu, donc transposer des savoirs dans des mécaniques ludiques, ou transposer l'expérience ludique dans l'expérience d'apprentissage, ça c'est le rêve absolu, bon, mais on peut rêver quand même. Ou, troisièmement, et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs, transposer des objets ludiques dans le domaine du savoir. Et on a commencé avec le jeu vidéo, puisqu'il y a un groupe de recherche, le Unil Game Lab, qui travaille ici à l'université, avec qui j'ai collaboré, ainsi que Florence il y a 3 ans, où on a organisé un colloque sur le jeu vidéo comme objet culturel, à la fois avec des chercheurs en études vidéoludiques, qui le prenaient donc comme objet de recherche, et des enseignants qui le prenaient plutôt comme outil de pédagogie ou de transposition. Il en est émané une série de cours publics qui traitent à chaque fois sous un angle différent le jeu vidéo comme objet culturel et qui se propose au grand public comme, disons, une manifestation scientifique abordable. Voilà. Je passe sur ceci pour ne pas manger le temps à Grégory. Dans cette perspective-là, et je n'en dirai pas plus, dans cette perspective-là, je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de Grégory Tonnet, parce que le jeu de rôle offre des avantages, me semble-t-il, encore plus grands que le jeu vidéo, principalement parce qu'il est sur le plan des nécessités techniques et des nécessités d'équipement et de préparation, il ne nécessite rien, alors que le jeu vidéo est souvent un gouffre à soucis quand on veut s'en servir dans un acte pédagogique. Voilà, j'en viens à mes 2 fantasmes utopiques qui un peu guident, si vous voulez, ça fait un peu livre de chevet, parce que je vais vous parler de 2 livres que certainement vous connaissez, et qui illustrent en quelque sorte 2 désirs évidemment fantasmagoriques. Premièrement, trouver un jeu qui intègre la totalité du savoir dans son mécanisme, un jeu qui soit l'échelle 1-1 de toutes les choses connaissables. Je nage dans ce fantasme en ce moment pour un projet dont je ne vous parlerai pas, mais qui inclut ce genre de réflexion. Et deuxièmement, utopique, souriant, rendre le monde meilleur au moyen de l'expérience ludique. Voilà, ces 2 idéaux inatteignables sont incarnés, alors le premier par
un grand auteur qui a été prix Nobel de littérature, c'est Le jeu des perles de verre, et je suis souvent étonné que les joueurs et les rôlistes ne connaissent pas ce livre. C'est pas qu'il décrit un jeu génial qu'on pourrait reproduire, il est impossible de reproduire ce jeu, mais c'est véritablement le fantasme du jeu qui, petit à petit, en plusieurs générations, a englobé la totalité des domaines de la science, en créant, si vous voulez, des extensions successives. À chaque fois qu'une science s'empare du langage créé par le jeu, elle en crée en quelque sorte une extension, et la Carélie où ce jeu est joué est le pays où, si vous voulez, c'est un petit peu cette totalité définitive du savoir, du siècle des idées de Platon, qui a été rendue manifeste. Voilà, je passe sur les extraits et je vous cite simplement la deuxième source de réflexion et de fantasme. C'est Jane McGonigal, développeuse de jeux californienne, qui a fait, disons, une forte impression, à la fois sur un plan théorique et pratique, en affirmant avec un optimisme extrême que les mécanismes de jeu et l'expérience ludique du gamer étaient le meilleur moyen de faire évoluer, de soigner les gens, j'allais dire pratiquement, d'aider le système de santé. Et elle insiste très fortement là-dessus, je pense qu'elle exagère largement, et je pense qu'il y a énormément de pièges là derrière, mais pour autant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a dans son propos un certain nombre de propositions qui, si elles ne sont pas détournées par des gens de mauvaise volonté, peuvent, entre les mains de gens de bonne volonté, devenir des outils absolument précieux. Alors je cite le sentiment de pouvoir, les objectifs héroïques et le sentiment d'appartenance qu'elle cite ici, en montrant à quel point ils sont éprouvés avec richesse et profondeur par le joueur, alors que dans sa vie quotidienne, de salarié, de contribuable, etc., cette expérience est toujours réduite à néant. D'où une proposition d'utiliser des mécaniques de jeu pour réparer, pour jointoyer, relayer les gens. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous la connaît, mais elle a créé un jeu qui consiste à se concurrencer pour cartographier dans toute la ville de San Francisco les défibrillateurs qui sont disponibles. C'est donc un but plus grand que soi, je contribue à quelque chose de bon pour toute la société, je suis membre d'une équipe qui est dirigée vers le même but bénéfique. Un autre jeu où on doit s'agresser avec des gentillesses, utiliser la politesse pour gagner des points sur des inconnus, etc. Et ici, il y a l'illustration que j'ai mise, ça se passe à la Bibliothèque publique de New York, mais il faut vraiment que je m'arrête, et la parole est à Grégory. Merci pour cette... Je te remercie. Donc un tour d'horizon en effet de ce qui se passe autour à l'université au niveau du jeu, un tour d'horizon des mécanismes qui sont mis en place. Et de mon côté, je vous propose de nous attarder sur 2 cas spécifiques, ou 1,5 selon le temps que j'ai à disposition. Un cas vraiment focus sur une partie de jeu de rôle, un peu micro, et un cas un peu plus macro où je m'attarde sur un projet de structure de création de jeux de rôle. Je parle pour le premier de Quotidier, le jeu de rôle dans le quotidien des Romains, et pour le second de l'événement Joue ton savoir. 2 événements donc encadrés par le service culture et médiation scientifique. Et je commence par Quotidier. Alors, Quotidier à la base, ça part d'un cours d'histoire ancienne sur le quotidien des Romains. Étudiant, à l'époque, enfin il y a 4 ans, quoi. Bref, dans ce cours donné par Claude Emmanuel Centlivre-Chalet, j'ai élaboré un jeu de rôle. Il permettait d'explorer le quotidien d'un habitant de l'Empire romain. D'abord joué en dernière séance de ce séminaire, en guise de conclusion. Ce jeu, je l'ai proposé lors des mystères de l'UNIL, lors des journées romaines de Nyon,
à une initiation en bibliothèque. Il a aussi été présent évidemment à Joue ton savoir et maintenant il est joué dans les classes du canton grâce au SCMS. Donc par une partie d'animateur dont je fais partie aussi évidemment, mais je ne suis pas seul sur ce projet-là. Je me permets ici en fait de vous raconter... Ah oui, pardon. Tu me fais... Bon, je vais le tenir comme ça. Ouais. C'était la pause micro. Ça va comme ça? Ouais. Très bien. Je me permets aussi maintenant de revenir... Ça va être l'anecdote de Rôliste Ultime. Parce que je vais revenir avec vous sur le début d'une partie de Quotidien. Alors ce n'est pas par hasard, c'est parce que dès le début de la partie, les meneurs de jeu, enfin les animateurs meneurs de jeu, mettent en place des stratégies pour engager les étudiants dans la partie et donc dans les connaissances que cette partie va leur transmettre. Évidemment, lors d'une séance, on commence par une petite introduction. On leur dit qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, qui a déjà joué, qui a déjà mené, etc. On explique en 2 phrases, compte interactif, blablabla, blablabla. Ensuite, nous divisons la classe en plusieurs groupes, 4 élèves pour un animateur environ. Généralement, on prend plusieurs classes aussi. Et la partie commence. Une petite mise en contexte par le MJ. Il apprend aux joueurs et joueuses qu'ils devront interpréter des esclaves dans une domus romaine. Et il en profite pour rappeler comment étaient considérés les esclaves pendant l'Empire romain. Sur la table, le plan d'une domus, permettant aux MJ et aux joueurs de se situer spatialement lors de l'aventure. Premier élément important, à côté du MJ, se tient une pile de livres, une pile de dés ou d'objets quelconques. L'important, c'est qu'ils soient clairement affichés et qu'on puisse les compter. Et ces choses, ces objets, ces livres représentent le degré de certitude du meneur de jeu. Si je mets 5 livres sur la table, je dis 5 livres, ça équivaut à 100% de certitude. Dans l'aventure qu'on va vivre, ce que je vous raconte, tant que j'ai 5 livres sur la table, je suis sûr de ce que je raconte. Évidemment, il y a très souvent les 5 livres qui sont tout le temps là, hein, évidemment, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Mais ce système est là pour prévoir une des spécificités du jeu de rôle, qui est de ne pas savoir exactement ce que les joueurs vont faire ou ce qu'ils vont demander au meneur de jeu. Dans le scénario qu'on fait jouer, il arrive qu'il y ait des cas d'empoisonnement. Et lorsqu'on me demande quel poison ça a été utilisé, au lieu d'éviter un, je sais pas, je vais aller regarder sur Internet pendant 20 minutes. Ou si les joueurs veulent sortir de la domus et aller se balader au terme, là, je vais enlever des livres pour montrer que je suis moins sûr. Petite méthode pour ne pas briser le rythme de la partie, c'était un point important, on l'avait vu chez Lépinard qui ne voulait pas intervenir aussi pendant, mais tout en signifiant que, attention, si j'enlève des livres, prenez ce que je dis avec des pincettes. Le meneur de jeu narre ensuite le début de l'aventure. Il raconte que le maître, le sénateur Indoctus, sévère et aussi intelligent que gentil, prépare un grand festin pour le soir. Il reçoit des invités. Le sénateur a réuni tous les esclaves dans la maisonnée, dans l'atrium, et il s'adresse à eux. « Bon, pour ce soir, il va falloir assurer. Je reçois des invités. Et des invités de luxe. Apicius, mon cocus, mon cuisinier, où es-tu, Apicius ?» Donc, ne levez pas la main, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous sortir de votre position confortable. Mais ça, c'est le discours que l'on tient au début. Et vous voyez, aux élèves, on ne leur a pas encore expliqué comment jouer ou je ne sais pas quoi. C'est directement, on rentre dans l'affaire avec cette question. Je tends une feuille de perso, j'attends 5 secondes gênantes. Un des élèves finit par la prendre. Et là, je lui dis,
Bon, Apicius, qu'est-ce que tu prépares ce soir? Et à noter qu'on intervient dans des classes de latin, oui, hein, mais on intervient aussi dans des classes avec des élèves qui n'ont aucune connaissance de qu'est-ce qu'on peut bien manger à l'époque romaine. Et cette première question, elle est essentielle, pour moi en tout cas, dans le processus pédagogique de Quotidier. Parce que, pour commencer, elle apprend aux joueurs que, dans un jeu de rôle, il est possible d'interagir avec le dialogue. Les élèves, ils sont à peine assis et paf, un personnage se met à leur parler. Et dans le cas où le personnage qui joue Apicius est un peu mal à l'aise ou trop timide pour répondre, eh ben, le meneur de jeu a plusieurs possibilités pour le faire réagir, lui proposer des choix, l'informer qu'il peut faire parler son personnage plutôt que de parler lui-même, et insister surtout sur le fait qu'il ne peut pas faire faux. D'expérience, je peux dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un long silence après avoir posé cette question. Et c'est même souhaitable. Je pose l'hypothèse que l'élève qui est ainsi interrogé a la crainte de répondre une bêtise, de dire un aliment qui n'était pas consommé à cette époque. Et au bout d'un moment, ils finissent par répondre. Et là, ça m'amène au deuxième point important. J'espère qu'ils disent une bêtise. Je veux qu'ils me disent une énorme ânerie, comme ici. Donc ça, c'était extrait d'une partie qui a été documentée par Marion Vernen dans le cadre de son travail de bachelor sur le jeu de rôle en bibliothèque. Donc, que penses-tu préparer, Apicius, qui a été joué du coup par un enfant de 10-12 ans? Je vais préparer une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat? Je connais pas, mais ça a l'air très exotique. Applique-toi bien et gare à toi si tu échoues. Et ensuite, je lui décris comment il va passer toute la journée à trouver un marchand de biens qui viennent de contrées super éloignées. Il va finir avec 3 fèves de cacao toutes pourries et son jet de dés sera certes difficile pour réussir parce qu'il va travailler un aliment qu'il ne connaît pas, ce chocolat, pour préparer un plat qu'Indoctus sera la seule à servir dans tout Rome, voire même dans tout l'Empire romain. Par cette remarque, je lui montre je montre à l'ensemble des joueurs qu'on est dans un cadre où c'est bon, on peut jouer, on peut improviser, vous pouvez m'amener des choses. Et en même temps, il est important, par justement ce petit discours que je fais, de faire comprendre aux joueurs que pendant l'Empire romain, il n'y avait pas de chocolat. Et que là, on fait une exception pour le bien du récit. Je pense qu'il ne serait pas judicieux d'agir avec un « non, tu auras de l'ail et des oignons ». J'en suis où? Ah oui. Donc, ensuite de ça, il y a une question particulière à chaque personne. Et là, évidemment, je n'ai même pas encore parlé des jets de dés. Une fois que les personnages sont distribués, ils peuvent tourner leurs feuilles, ils lisent la description. Il y a un petit système de force et de faiblesse que j'explique uniquement comme ça. Bon, vous êtes fort en ci, vous êtes faible en ça. Les jets de dés viendront plus tard. Et aussi, avant de lancer la partie en tant que telle, des petites questions aux joueurs. Aux joueurs, pas aux personnages cette fois. Un des invités d'Indoctus se sent particulièrement mal à l'aise. Qui est-ce et pourquoi? Ton personnage a tissé un lien étroit avec un membre de la famille. Tu peux nous en dire plus? Ainsi, je mise sur cette co-créativité, sur cette intercréativité, pour citer David, afin d'engager mes joueurs dans cette fiction qu'on va créer ensemble. Ce qui fait que surtout pour des élèves qui ne sont pas habitués à un cadre de domus romaine ou d'être un esclave pendant l'Antiquité, ça veut dire quoi? Et grâce aux réponses qu'ils vont donner à ce moment-là, en tant que joueurs, on leur donne déjà de quoi jouer. Ils partent
ils ne rentrent pas dans le récit avec la boîte à outils vide. Ils peuvent déjà faire quelque chose. Je vois que le temps avance, du coup, je ralentis. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est bien joli, mais comment on fait au niveau logistique si à chaque fois il y a 4 animateurs qui arrivent dans une classe, on doit prendre plusieurs classes et tout et tout. Eh bien, c'est pour ça qu'on a développé une variante pour classe nombreuse. Alors la variante pour classe nombreuse, en une phrase, c'est qu'on prend un meneur de jeu et 16 joueurs. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est très simple. En fait, on s'arrange pour que le meneur de jeu interagisse à chaque fois qu'avec 4 personnes au maximum. Et en fait, la classe, les 16 joueurs, on les sépare en différents groupes. Il y aura le groupe de l'équipe de la cuisine, toujours dans l'Antiquité romaine, hein, toujours dans le quotidien. Il y aura le groupe des servants, les groupes proches du maître. Et au sein de ces groupes, les joueurs, et pas les personnages, les joueurs ont chacun une fonction. Par exemple, il y a le porte-parole qui, lui, est, si vous voulez, le personnage joueur du moment. C'est lui qui s'adresse au meneur de jeu. Et s'il y a des dés à tirer, c'est lui qui le fait. Il y a le messager. Le messager, c'est le seul du groupe, les autres ils n'ont pas le droit, c'est le seul du groupe qui est autorisé à aller voir ce que font les autres pour mettre en place des actions en commun ou se transmettre des informations. Le facilitateur qui fait un petit peu la modération et le scribe si besoin, qui est le seul aussi qui peut prendre des notes. Et remarquez qu'avec cette technique de dire tu es le seul qui peut, bah, bizarrement les élèves prennent plus de notes que si on leur disait vous pouvez tous le faire. Ce système-là a des limites parce que au niveau on a toujours une mise en intrigue, évidemment, il y aura un empoisonnement lors de la Domus, comme dans la Domus, comme lors du système, de la version standard. Donc on a une mise en intrigue, mais il faut, il faut prévoir un peu plus en amont. L'intrigue est un peu plus épurée. Dans la version standard, on a un vol des statuettes des pénates aussi, qui permet d'aborder des chouettes thématiques en lien avec la religion dans la maison. Là, on doit faire un petit peu l'impasse. Mais sinon, mis à part ça, cette méthode, on l'a déjà fait dans plusieurs classes, chez des gymnasiens ou lycéens, chez des plus jeunes aussi, même parmi des universitaires récemment à Grenoble. Et l'engagement est là, avec une structure en tour sous forme de tour. Évidemment, les rôles au bout de chaque tour permutent. Et ben, c'est très grisant de voir, juste après qu'on ait narré la problématique, de le dire top, vous avez 3 minutes pour discuter entre vous, tous les groupes. Et ça, je trouve ça très réjouissant. Il me reste 2 minutes pour quand même vous parler de Joue ton savoir. Alors, Joue ton savoir, je tiens quand même à en parler en plus de quotidien, parce que comme certains d'entre vous ont pu le tester hier soir, eh ben, Joue ton savoir est un dispositif qui n'est pas uniquement destiné à ceux qui l'ont testé, mais aussi à ceux qui créent les jeux. Et dans Joue ton savoir, ceux qui créent, ce sont des enseignants et ce sont aussi des étudiants qui, en fin de master ou qui ont terminé un master et qui veulent mettre sous forme ludique leur création. En général, on accueille aussi des jeux qui sont déjà créés avant Joue ton savoir. Et en ça, je trouve qu'il y a une dimension dans ce Joue ton savoir, et aussi dans d'autres projets, mais là c'est le mien, donc je vous parle de celui-ci, je trouve qu'il y a une dimension très importante de la médiation culturelle, qui n'est pas uniquement destinée à faire médiation d'un savoir du chercheur savant vers la troupe des ignorants de la cité, mais qui a aussi cette volonté de proposer des outils de médiation aux chercheurs pour lui permettre d'appréhender sa matière autrement. Avec les spécificités du jeu de rôle, en faisant système de son savoir,
qu'est-ce qui en ressort? Comment est-ce que j'appréhende mon domaine d'expertise différemment? Et évidemment que dans Joue ton savoir, oui, je déborde un petit peu, on a un enjeu fort dans le fait de faire système avec la connaissance. Ça veut dire que si, par exemple, vous venez me proposer un jeu de rôle sur, on va faire Hamlet en jeu de rôle, ça ne va pas me suffire que ça soit juste un petit vernis de Hamlet et puis on fait les règles Donjons et Dragons. Moi, j'aimerais qu'il y ait lien entre cette spécificité du jeu de rôle qui est le système entendu comme Coralie David l'entend, non seulement avec les jets de dés, mais aussi avec cette capacité pour les joueurs d'interagir et de co-créer cette diégèse. Et je perds ma phrase. Mais, donc oui, c'est par ce système-là que la création doit passer. Je citerai rapidement quelques jeux qui ont eu lieu dans le cadre de Joue ton savoir. On a eu David, enfin pas Coralie David là, mais David Altermat, c'est son prénom, qui a fait un jeu de rôle sur la poésie concrète, où pour agir sur leur seul personnage de la partie, les joueurs devaient produire de la poésie concrète. Genre, un joueur doit exprimer la situation juste avec la syllabe « ta », ou faire un dessin, et un autre joueur doit interpréter, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, et un autre joueur doit interpréter ce qui vient de se passer, et c'est ça qui fait action. Isaac Panté, MER en informatique pour les sciences humaines, lui, il a fait un jeu de rôle où le langage JavaScript permet d'avoir une interaction directe avec la diégèse. Et c'est complètement fou. Bref, en ça, et cela sera ma conclusion, je pense que, comme l'ont montré Wouters ou Bauman et ses collaboratrices dans super ouvrage en anglais que je vous donnerai la référence plus tard, et qui a déjà été cité au sein de ce colloque, le jeu fonctionne pour apprendre. Il y a plein de méta-analyses là-dessus qui le montrent. Néanmoins, je pose l'hypothèse que le jeu de rôle permet, en plus de simplement apprendre, de donner ce côté motivationnel à la matière transmise, qui permet de donner, par sa mise en intrigue, par sa mise en système, la volonté aux joueurs et aux meneurs de jeu de revenir sur la matière qu'ils ont explorée par ce système, par ce dispositif. Merci beaucoup. Très bien. Oui, je dis que c'est. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Grégory et Nicolas. Je pense qu'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors d'abord, juste sur la fin, sur ton hypothèse, alors une petite remarque, toujours se méfier de peut-être un peu de la violiste qui consisterait à dire que quand c'est du jeu, on est plus forcément motivé à participer. Attention à la réception par le public, par la vérification que je connais un peu plus parce que j'enseigne. Du coup, des fois, ça peut être pris aussi comme quelque chose d'infantilisant, donc il faut aussi toujours faire attention à qui on s'adresse, avec qui on utilise le jeu ou pas, dans quelles conditions on le met en place. Alors ça, c'est plus un point de vigilance pour toi, pour la suite. Après, moi, j'avais plutôt une question sur quels sont les dispositifs d'accompagnement dans le cadre de Joue ton savoir que vous mettez en place justement pour que des gens puissent se saisir de la matière sur laquelle ils ont travaillé et la mettre en jeu. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu plus concrets, c'est-à-dire pas forcément mettre en jeu de la même manière de l'histoire ou de la poésie ou de la philosophie, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez pour faire tout ça? Alors, dans le cadre de Joue ton savoir, on travaille avec une association de jeux de rôle lausannoise qui s'appelle Ars Oudendi. Oui, j'ai double casquette, etc. Mais chaque partie créée pour Joue ton savoir est bêta-testée en amont par, pas déjà moi-même, mais aussi un autre membre d'Ars Oudendi qui apporte son bagage rôlistique pour s'assurer que d'un point de vue
ludique, ça fonctionne. Et les gens d'Arsoudendi sont habitués à avoir cette réflexivité par rapport au dispositif rôlistique. Donc les remarques qu'ils font sont généralement très pertinentes. À noter aussi que dans le cadre de ces jeux de rôle-là, généralement, ça marche par paire de fonctions, pour reprendre ce que disait Mickaël. À savoir qu'on va toujours s'arranger pour avoir justement quelqu'un qui est en gros expert meneur de jeu, si tu veux, et expert de sa matière. Évidemment, quand on a Isaac Pantet qui est rôliste depuis 20 ans et qui est habitué aussi à faire des retours sur des parties plus drôles, lui, évidemment qu'il a les deux casquettes. Mais par exemple, David Altermatt, lui, a travaillé avec son experte de mémoire, parce qu'il a fait son mémoire sur la poésie concrète, pour s'assurer que d'un point de vue académique, ça se tient. En ça, Joue ton savoir est très proche de ce que fait les Maîtres de la Caverne, donc une association universitaire ici à l'UNIL, qui fait aussi une transposition, pas exclusivement par le jeu de rôle, eux, mais ils font cette transposition de « Ah ben, t'as lu un super Molière, viens, paf, tu fais une mise en scène, t'en fais un tableau, t'en fais une vidéo ». Et ils convoquent aussi toujours cet expert de la matière et l'expert du dispositif. Tu voulais compléter Ouais, même avant le bêta-test, en fait, déjà, comment mettre en jeu, ça peut être une question. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Ah oui, alors là, c'est vrai que là, du coup, là, finalement, ça s'approche beaucoup aussi de ce que Nicolas et moi faisons pour les mystères de l'UNIL. Et c'est aussi le travail de médiation qui consiste à voir comment est-ce que ces outils peuvent convenir, comment ne pas trahir cette matière de base, mais au contraire lui rendre hommage ou la sublimer par ce passage-là. Donc c'est vrai qu'on pitch aussi pas mal en amont avec les futurs créateurs pour vraiment avoir un suivi de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si tu veux compléter ou... Moi, c'est ta question qui me pose question. C'est intéressant de... La contre-question. Parce que, comme tu le vois, pour le moment, ça repose vraiment sur des rapports différenciés avec chaque personne, et puis sur un accompagnement, disons, spécialisé à chaque fois. Pour les mystères, c'est forcément ça dans tous les cas, et ça débouche sur n'importe quelle forme. Quand on a trouvé un principe ludique, on est parti, et moi j'accompagne, je rassure s'il le faut, ou je suggère de faire appel, etc. Mais ta question me suggère qu'effectivement, on pourrait développer, sans trop de frais, un dispositif un peu plus formel, et puis le diffuser avant même qu'on ait identifié les gens qui pourraient faire ça. Donc je note. Stéphane avait une question. J'ai vraiment été impressionné par la présentation et par toutes les idées qui sont autour de Joue ton savoir. J'aimerais revenir sur un point assez particulier de quotidien. Je ne crois pas avoir vu déjà cette mécanique ailleurs, l'idée d'avoir la pile d'objets qui représente le degré de certitude du meneur de jeu. J'aurais juste une question là-dessus, deux questions en fait. D'une part, est-ce que c'est un degré de certitude par rapport au savoir qui est transmis dans le jeu ou par rapport aux événements qui se déroulent dans le jeu? Et deuxième question, un peu connexe, est-ce que cette mécanique s'accompagne d'une mécanique en jeu pour contrebalancer les éventuels jets de dés, par exemple, que feraient les PJ? Alors, question intéressante, en effet. Notez que j'ai piqué cette technique à certains zététiciens qui, lorsqu'ils font son discours, ils indiquent leur degré de certitude. Et en effet, ça demande précision parce que, il s'agit bien du degré de certitude du MJ par rapport à ses connaissances. Si le meneur de jeu est très très érudit ou fait sa partie dans un huis clos où il a tout contrôle sur les informations qui seront véhiculées, si tant est que cela soit possible, on pourrait imaginer un tel système pour un degré de certitude vis-à-vis de la véracité historique ou surtout pour un sujet comme le quotidien des Romains où les sources, il faut vraiment aller les chercher dans l'archéologie
ça peut être aussi intéressant de modérer sa certitude, enfin finalement la probabilité d'une telle connaissance. On n'a pas fait lien avec le système de jeu et ceci, il n'y aura pas de difficulté en plus selon la certitude ou l'incertitude de l'élément. Juste avant il y a Florence qui a une question, mais j'aimerais juste rebondir là-dessus. Je trouve que ce point il est important parce que si tu parles de ta certitude, tu ne parles pas du degré effectif de factualité des choses dont tu parles. Enfin, des événements historiques dont tu parles. Et ça, tu rends tes joueurs conscients de ce décalage-là. Parce qu'il y a aussi un danger à considérer le savoir sur ce simple axe-là, plus ou moins certain. Et ce danger, il pourrait déboucher sur la frilosité d'un joueur à inventer l'histoire, en l'occurrence, alors qu'il faudrait qu'il puisse l'inventer. Alors c'est un outil qui est à disposition du meneur de jeu. Les joueurs n'ont... Enfin, ça leur ferait un élément en plus. Je crois que même si on leur mettrait cet outil à disposition, il faudrait essayer, hein, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en saisissent. Et justement, ça risque de les faire retomber cette crainte du vrai-faux qu'on déconstruit d'emblée au début de partie. Finalement, c'est aussi un outil, au-delà de la prudence méthodologique, c'est aussi un outil pour libérer la parole pour le meneur de jeu. Les premières fois que j'ai fait des parties de quotidien, parce que de mon côté, oui, j'ai suivi des cours en histoire ancienne, mais je n'ai pas de bachelor ou de master là-dedans. Et du coup, mes premières parties, j'ai toujours cette angoisse de « Oh mon Dieu, mais je vais peut-être raconter une énorme bêtise ». Et du coup, surtout lorsque je fais appel à d'autres animateurs, que du coup, je dois former rapidement, certes, mais que je dois faire lire quelques articles sur le scénario en cours, je dois leur expliquer toutes ces choses-là. Mais il faut qu'ils aient cet outil pour faire comprendre aux autres joueurs que, attention, on n'allait pas marquer ça dans votre test. Et ça peut servir aussi, c'est un avantage un peu connexe, hein, pour faire comprendre aux joueurs que, attention, là, vous êtes hors des rails. Une sorte de dispositif d'anti-débordement. Attends, je crois qu'il y avait Florence qui... C'est aussi une sorte de fort, c'est une sorte de château fort. De quoi, toi, en tant que meneur de jeu, tu pourrais avoir envie de te défaire. Il y a une sorte de... Il y a aussi cet esprit-là, hein, qui te protège et qui en même temps t'enferme. On pourrait trouver autre chose pour le symboliser si jamais. Je crois qu'il y avait Florence puis Stéphane. Je voudrais juste rebondir là-dessus si je peux me permettre. Parce que je pense que ça pourrait être aussi intéressant dans le domaine, dans le cas où c'est des meneurs de jeu qui n'ont pas forcément, donc toi par exemple, une très bonne expérience de l'histoire antique, enfin une connaissance encyclopédique de l'histoire antique, mais où il pourrait y avoir des superviseurs qui jettent un coup d'œil et quand ils voient que la pile d'objets baisse, pourraient venir pour rajouter des éléments de contexte. Ça casse un peu l'ambiance du jeu, certes, mais ça peut aussi se faire un rapide aparté avec le meneur de jeu pour confirmer des choses. Et tout à fait. C'est vrai que, nous, en tant qu'animateurs envoyés par l'université, on a, je ne sais plus qui le disait, mais je crois que c'était toi, un statut différent que des enseignants. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'autres séquences où, en effet, sur une période plus longue, on joue avec ces degrés d'ignorance et de connaissances, et que les moments d'ignorance donnent envie aux élèves de dire « Ah, mais en fait, comment est-ce que c'était vraiment ça ?» Tiens, là, on a joué chez les gladiateurs, il avait qu'un livre. Est-ce que les gladiateurs, ils se tuaient tous vraiment? Ils faisaient comme ça ou comme ça? Et ouais, ça peut créer un engagement. Mais voilà, c'est vrai que nous, on est responsable de cette séquence d'1h30. On vient, on fait jouer, on fait une petite introduction. Et puis après, on compte aussi sur l'expertise de l'enseignant pour faire le suivi ou faire la transition de la connaissance du jeu qui s'est faite en jeu vers la non-virtualité, dirons-nous, à coup de rédaction ou d'autres moyens de validation. Florence? Tu viens un peu de répondre à la question que je voulais te demander, c'est quand vous allez dans des classes, quelle est la posture de l'enseignant? Qu'est-ce que vous lui proposez comme posture possible? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue pas? Est-ce qu'il observe? Alors l'enseignant peut soit jouer s'il a envie,
Après, c'est pas quelque chose qu'on propose directement parce qu'on a la crainte que si on met... Enfin, on ne connaît pas les rapports qu'ont les enseignants avec leur classe, et du coup, ça peut casser une ambiance de groupe si d'un coup, il y a l'enseignant à côté, et avec son ethos de attention si vous vous trompez. Mais on a des classes où l'enseignante a joué à la partie, et ça s'est très bien passé. Sinon, en effet, l'enseignant reste un petit peu en observation, surtout. En pratiquant quotidien hier soir, j'ai découvert avec grand plaisir, on a tout de suite des réflexes un peu de game design qui viennent. Je me disais, au lieu d'avoir simplement une supervision pédagogique, on pourrait avoir par exemple un système de cartes très simple, mais qui contiennent de la connaissance vérifiée, des aspects un peu encyclopédiques, et qui seraient distillés au fil de la partie, mais un peu comme des rewards. C'est-à-dire que tu as enfin trouvé la source de l'empoisonnement, et là, hop, on te rappelle quand même ce que c'est que ce type de poison. Ou avec quoi oint-on les gladiateurs, et là, on t'explique d'où vient le mille, ou si c'est pertinent dans l'intrigue, et avec des temps de lecture extrêmement brefs, qui ne sont pas, si tu veux, les tartines encyclopédiques qu'on va avoir dans un Assassin's Creed quand on choisit de dire, tiens, voyons, qu'y a-t-il dans ce bâtiment? On se rend compte que les utilisateurs vivent souvent ce passage-là comme quelque chose d'un peu contre-immersif. Mais oui, en effet, c'est une très bonne remarque. Et ouais, il faudrait bien que je l'inclue, ça pourrait être chouette. Puis c'est vrai que, bah oui, dans Quotidier, comme dans pas mal de jeux de rôle à but didactique, c'est vrai qu'on joue sur cette connaissance, qu'elle soit acquise avant ou pendant la partie, et cette connaissance qui va être matière à jouer. Par exemple, j'avais un cas où le groupe d'esclaves voulait rentrer dans une domus et donc escalader une partie. Et ben là, c'est eux qui me demandaient comment était construite la domus. Il y avait un étage, 2 étages, est-ce qu'on peut plonger dans l'impluvium par le toit. Puis en ça, ouais, ce mécanisme en effet de connaissance qui est prise par les étudiants et étudiantes comme une manière de jouer est bien présente, et ça pourrait être tout à fait pertinent d'associer ça avec, en effet, des cartes. Mais oui. Moi, je trouve aussi que c'est une excellente idée, mais comme tu disais, il y a une restriction, c'est qu'il faut que ce soit pertinent par rapport au récit tel que tu le prévois. Et j'aurais peur que dans le cours d'une partie, il y ait des questions beaucoup trop variées sur des sujets beaucoup trop divers pour qu'on puisse anticiper les cartes. Alors moi, je pensais, mais ça pourrait être un complément en fait, à un processus cumulatif où on court derrière le truc, mais à chaque fois qu'une question se pose dans une partie, on en trouve la réponse pour la partie suivante, et donc le jeu évolue et en quelque sorte s'enrichit de savoir historique vérifié, etc. Donc il s'étend. Déjà, merci pour la présentation, c'était intéressant. J'aurais une question, est-ce que vous avez mis en place un dispositif pour vérifier comment la matière est intégrée sur le long terme? C'est-à-dire que, alors c'est sûr, vous avez de la matière, vous avez des connaissances, vous jouez avec, mais après, comment cette matière est digérée notamment dans la classe? Est-ce que vous avez une manière de vérifier, peut-être en revenant quelques semaines plus tard, essayer de poser des questions, ce genre de choses? Est-ce que vous avez des choses de ce type-là? Très faiblement, malheureusement. C'est vrai que par notre statut en tout cas pour l'instant, non enseignant, le suivi est difficile. On a cependant, enfin en tout cas, les classes dans lesquelles on est allé veulent qu'on revienne, donc j'ose espérer que ce n'était pas une catastrophe. Après, on a eu le cas aussi assez intéressant d'une classe qui, sur l'initiative de l'enseignante, s'est dit, tiens, ils ont eu une partie de quotidien, on va leur faire créer des jeux de rôle. Et là, ça a relativement bien marché parce que du coup, ils sont passés de l'autre côté de la barrière avec une sorte de pédagogie à la gestion de projet où ils étaient très motivés à acquérir des informations et à construire quelque chose avec une finalité de le faire jouer après coup.
Et je sais aussi que il y a aussi une enseignante à Grenoble qui a développé ce genre de choses avec les escape games, genre Qui a tué Jules César, où les élèves ont conçu cet escape game-là. Donc voilà la réponse que je peux formuler. Du coup, je pense qu'on ose passer à la présentation suivante.